le monde est là? Lisa, Patrick, Greg. Je pense qu'il nous manque Diane, hein? On va donner une... Oh, OK. Je suis là, je suis juste en train d'essayer de trouver le site encore. Je n'ai pas dit le site. So. Donc, on est prêt à commencer? Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la 660e Assemblée ordinaire. Je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite également la bienvenue aux employés qui se joignent à nous ce soir et ainsi que tous ceux qui se joindront avec nous à travers les réseaux sociaux. Donc, vous avez reçu les commissaires l'ordre du jour. Je vais la lire rapidement pour le bénéfice de tous ceux qui ne l'ont pas. Donc, le point 1, accueil et bienvenue. 2, adoption de l'ordre du jour et absence motivée. 3, adoption du procès-verbal de la réunion du 13 avril 2021. 4, suivi du procès-verbal de la réunion du 13 avril 2021 avec point de clarification 4.1, clarification du projet d'installation de lumière DEL. 5, rapport de la direction générale. 6, mise à jour. 6.1, mise à jour du comité conjoint. 6.2, mise à jour pour le développement du plan stratégique. 7, affaires nouvelles. 7.1, modification du logo. 7.2, planification des ressources humaines. 21-22, 7.3, mise à jour, programme d'études, compte rendu rencontre du 20 avril 2021. 7.4, incitatif pour le recrutement d'un psychologue scolaire pour la CSLF. 8, correspondance, lettre de remerciement du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique. 9, agenda automatique. 9.1, Fédération nationale des conseils scolaires francophones. 9.2, PISTA. 10, date et lieu de la prochaine réunion. Et point 11, levée de la réunion. Donc, je constate que nous avons un quorum. Donc, s'il n'y a pas d'autres points à apporter à l'ordre du jour, je serai prêt à accepter une proposition d'adoption. Proposé par Émile, appuyé de Grégory. Tous ceux en faveur, vous levez la main droite. Ceux contre, vous levez la main droite. Abstention, adopté. Donc, on est prêt à passer à l'adoption du procès-verbal de la réunion du 13 avril 2021. Donc, est-ce qu'il y a des erreurs, omissions, corrections à apporter au procès-verbal du 13 avril 2021? S'il n'y a pas de correction à apporter, je serais prêt à accepter une proposition d'adoption. Proposé par Stéphane, appuyé de Lynn. Tous ceux en faveur, vous levez la main droite. Tous ceux contre, vous levez la main droite. Abstention, adopté. Donc, on est prêt à passer au suivi du procès-verbal de la réunion du 13 avril 2021 et également à la clarification du projet d'installation de lumière DEL. François, je te laisse la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, juste d'abord, comme vous savez, je vous ai envoyé l'information clarifiant l'ampleur puis le détail dans lequel entourant l'installation des lumières DEL dans nos écoles. Une chose que je voulais préciser tout de même, que je n'ai peut-être pas mentionné à la rencontre dans mon rapport mensuel, c'était que ces lumières-là avaient été payées pas par le budget de la CSLF, mais bien, c'était une contribution financière du ministère de l'Éducation. Alors, c'est le ministère qui a payé
pour l'installation, ce qui approchait les 100 000 ce n'est pas le budget de la CSLF qui est payé pour. Alors, je pense que c'est une importante clarification à faire. Parfait. Donc, on est prêt à passer au point 5. Oui, Émile, question? Juste sur les suivis, dans les minutes, on avait une discussion sur l'embauche pour l'étude des zones de ce côté-là. Et la discussion, c'était qu'on regarderait la possibilité d'avoir peut-être quelqu'un dans un poste qui faisait une partie de ce travail-là. Je sais qu'on attend encore les budgets de la province, mais est-ce qu'il y a eu des discussions avec la province au niveau de la possibilité d'avoir des ressources pour faire ce travail-là via un employé? Non, pas pour le moment. Il n'y a pas eu d'autres discussions. On attend le budget. OK, merci. OK. Point 5, rapport de la direction générale. François? Si ça va avec vous, Monsieur le Président, on a avec nous une invitée, puis si c'était possible peut-être de passer avec sa présentation, celle-là sur nos ressources humaines. Peut-être que je pourrais faire ma lecture par la suite de mon rapport. OK. Ça va tout le monde? OK. Donc, Madame Nathalie, c'est à vous la parole. Alors, c'est le 7.2, planification des ressources humaines 21-22. Comme vous savez, on n'a pas eu encore les détails concernant nos budgets, mais on peut facilement anticiper certaines choses. Alors, la présentation que Nathalie va faire va s'adresser spécifiquement au personnel, je devrais dire enseignants ou membres de la PITF essentiellement qui sont dans les écoles. Donc, il est plus près de nous parce que plus vite qu'on peut avoir une approbation pour aller avec au moins la base, plus vite qu'on peut avancer avec le processus pour confirmation des postes puis d'embauche. Alors, Nathalie va faire la présentation. Moi, je vais partager mon écran avec le document que vous avez reçu. Je crois que c'était ce matin, mais que vous avez reçu ce matin. Alors, la parole est à toi, Nathalie. Parfait, merci. Je vais attendre peut-être juste l'image parce que si je mets mon image, je ne vois plus. Bon, ben, je peux peut-être commencer juste en général. Bon, c'est bien. C'est juste parce que ça peut paraître un peu compliqué quand c'est la première fois qu'on voit ce genre de tableau. C'est un tableau que moi je fais, mais à chaque année, je réutilise généralement le même, puis je fais des petites modifications selon ce qu'on me demande de présenter. Donc, vous allez voir en haut, c'est écrit EPC, qui est École Pierre Chiasson. Donc, c'est tout séparé par école. Et les colonnes qui sont en vert, ça serait les TP. On appelle ça des ETP. C'est des postes d'enseignants à temps plein. Donc, si c'est 0,5, c'est une demi-personne. Et après ça, vous allez voir la deuxième colonne qui est comme rose. C'est les postes qu'on a eus l'année passée avec la lettre budgétaire, mais pas de COVID, sans les postes COVID. Puis la colonne qui est en bleu, c'est celle avec les postes COVID qu'on nous a donnés au courant de l'année, parce qu'on en a eu au début complètement vers septembre, puis on en a eu aussi à partir de janvier. Donc, vous allez voir la différence dans les totaux, c'est la différence entre le COVID puis pas de COVID. Ce qu'on aurait dû avoir et ce qui a été ajouté. Donc, comme si vous regardez total à la ligne 29, le rose et le bleu, vous allez voir la différence 3,4 et l'autre 4,2. Donc, là, on aurait eu 1,8 de plus pour COVID. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, étant donné qu'on n'a pas de lettre budgétaire pour l'instant, j'essaie quand même, avant de recevoir la lettre, je fais des
des plans un peu sur qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Mais ce qui est généralement assez simple à faire, c'est que de maternelle à sixième année, on regarde le nombre d'élèves qu'on a dans les classes, puis on voit si on peut regrouper ensemble ou on doit les laisser séparer. Le gouvernement, c'est certain que quand il va nous donner notre budget, il va s'assurer qu'on n'a pas des petites classes de 3 personnes ou qu'on va avoir combiné. À date, on a réussi à convaincre le gouvernement qu'on ne combinerait pas à 3 classes. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur. On a déjà eu des 3 classes, mais on essaie de tout faire pour ne pas avoir 3 classes combinées. Et la maternelle va généralement rester toujours séparée, complètement à part, parce qu'on dit que c'est une autre façon d'enseigner qui serait plus avec le jeu. Donc, vous allez voir comme si je prends École Pierre Chiasson, puis je veux dire, ça se passe exactement de la même façon pour toutes les autres. Donc, si j'explique un, vous allez comprendre les autres aussi. Donc, la maternelle, on donne un ETP parce qu'il y a 10 élèves. Si on avait été plus que 16, généralement, le gouvernement va accepter de nous donner un deuxième ETP. Mais, disons qu'ils peuvent essayer de négocier parce que si on avait 17, ce n'est pas sûr à 100% qu'on aurait un autre ETP de plus. Mais dès qu'on dépasse 16, généralement, on met un deuxième ETP. On voit que comme il y a 15 élèves en première année, donc c'est trop pour pouvoir les mettre avec les deuxièmes années ou assez difficile quand on arrive avec des nombres de 22. Donc, on essaie de séparer ces classes-là. C'est pour ça qu'on ne les a pas mis ensemble, mais on peut mettre 2 et 3 ensemble. C'est pour ça qu'il y a des points 5. Ça veut dire que 2 et 3 vont être ensemble. Il va y avoir un enseignant. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour tout ce qui est de maternelle à 6. Quand vous arrivez à 7, 8, 9, dépendamment du nombre, si le nombre est assez petit, on va donner 2 ETP au lieu de 3. Si les classes sont assez grosses, on va donner un ETP chaque. Et vous allez voir dans François Buot, en 7e année, c'est la première fois, je crois qu'ils vont avoir, ils devraient y avoir 47 élèves en 7e année. Donc, on a mis 2 ETP. Ça va être la première fois qu'il y a 2 classes de 7e année. Après ça, les éducation physique, musique, biblio, c'est des formules. C'est que le cours d'éducation physique devrait en principe être offert 3 fois par semaine. Donc, il y a une formule qui équivaut à 3 fois par semaine le cours. La musique, ça devrait être 2 fois par semaine. La biblio, 1 fois par semaine. Donc, il y a des pourcentages qui vont avec ça. Fait que ça se calcule tout seul. e-Play, ça, c'est le nombre de personnes qu'on a en première année. On prend 25% de la première année, puis après, on donne un enseignant par 16 élèves qu'on a. Donc, ça aussi, comme je disais, ça se calcule assez pas mal tout seul. Littératie, c'est différent. C'est un peu comme francisation. La littératie, le gouvernement nous a donné 2 ETP pour toutes les écoles. Donc, on sépare proportionnellement, tant que possible, entre chaque école. Donc, on a mis un ETP dans l'Est, un ETP dans l'Ouest et on a séparé par école. La francisation, c'est la même chose aussi. C'est 3,5 ETP pour 6 écoles pour le moment. On souhaite réellement avoir plus de ETP en francisation. On semble y avoir un engagement, mais on n'a pas présentement les chiffres exacts pour le moment. Conseillère, c'est, je ne sais pas, je ne peux pas cliquer dedans, 1 par 150, je crois, et direction 1 par 200 élèves. La direction, ben, on est comme conseiller aussi, non pas conseiller, ressources. On essaie de... c'est ressources 1 par 150, je crois, et conseiller 1 par 200. Je m'excuse, j'ai sauté. La direction, on essaie de ne pas descendre en bas de 0,5 parce que c'est vraiment difficile de gérer une école en étant en classe à temps plein.
Déjà que 0,5, souvent, c'est très demandant. Donc, même si les écoles sont petites, ils vont avoir 0,5, même si le pourcentage donnerait moins que 0,5. Ça serait le cas dans l'École Saint-Augustin, qui ferait 0,29, mais on l'arrondit, on le met à 0,50 pour pouvoir, pour que ça soit gérable, pour que ça soit acceptable. Donc, le nombre d'élèves aussi en 10, 11, 12, maintenant, c'est des ETP. La première que vous voyez qui est 2 ETP partout, c'est les cours qui sont obligatoires. Excusez. Les cours qui sont obligatoires et l'autre rangée qui va varier, c'est les cours qui sont à option. Puis plus l'école est grande, plus il y a, pas l'école, mais le nombre d'élèves au secondaire, plus le nombre de ETP augmente. Fait que c'est là que vous allez voir la différence entre Pierre Chiasson qui a 13 élèves total en 10, 11, 12. Puis ça, c'est toujours, j'ai oublié de vous dire ça au début, c'est toujours en fonction des chiffres qu'on a cette année. Ça veut dire que ce qu'on a en 9, 10, 11, qui vont monter en 10, 11, 12 l'année prochaine, c'est ces chiffres-là que j'ai pris. Donc, on ne sait pas si vraiment, comme si vous voyez, il y a 6 en 10e année, 5 en 11e année et 2 en 12e année l'année prochaine. Mais il se pourrait qu'il y ait des nouvelles familles qui arrivent puis que ce nombre-là augmente, mais il se pourrait aussi qu'il y ait des élèves qui décident d'aller dans d'autres écoles ou qui déménagent, puis que ce chiffre-là va varier. Mais quand on fait nos calculs, j'ai toujours fait les calculs avec les chiffres qu'on suppose pour l'année prochaine, mais c'est difficile de travailler, bien, c'est logique de travailler comme ça, mais le gouvernement ne travaille pas comme ça. Ils vont nous donner des ETP pour ce qu'on avait comme inscription au 30 septembre 2020. Et moi, je travaille avec des chiffres au 30 septembre, les inscriptions qu'on a pour septembre 2021. Donc, je pense que c'est logique parce que s'il y a beaucoup plus d'élèves en première année, on est 25 en première année, ben, on ne voudrait pas, on serait obligé, disons, si on se dit, bien, ça prend 2 classes, si on ne tient pas compte des chiffres de l'année prochaine, ben, on ne peut pas gérer comme il faut une classe, on ne peut pas décider tout d'un coup qu'on va mettre 30 élèves dans une classe parce que le gouvernement a décidé qu'il regardait juste les chiffres de l'année passée. Donc, je pense que c'est logique de regarder les chiffres dans le futur, mais il faut quand même ajuster. Quand je vais recevoir la lettre budgétaire, je vais devoir ajuster mes ETP en fonction de ce qu'ils vont nous avoir donné. Donc, s'ils nous donnent moins que ce que j'ai prévu, je vais devoir couper à certains endroits. S'ils nous donnent plus, bien là, on va répartir équitablement, puis on va aider les écoles où ils ont le plus de pression, je dirais, à certains endroits. Il y a un carré peut-être à la fin aussi. Ça vous donne juste le nombre de ETP total qu'on a dans nos bureaux ou qu'on aurait dû avoir dans nos bureaux, mais que comme technopédagogue et mentor en littératie, on n'a jamais pu les avoir parce qu'on n'a pas suffisamment de ETP à mettre en classe, donc on est obligé de couper dans des postes qu'on devrait avoir dans nos bureaux. Donc, comme je disais, en souhaitant que le ministère va nous donner suffisamment de postes cette année pour être capable de bien répartir dans nos écoles, puis être capable aussi d'avoir des postes qu'ils nous ont donnés, mais qu'on ne peut pas mettre en place parce que le 1,5, j'en ai besoin pour le mettre dans une école. Peut-être qu'une école ne pourrait pas avoir un prof qui est nécessaire en classe parce que j'aurais mis un technopédagogue au bureau. Donc, je n'ai pas vraiment le choix. Mais c'est ça, j'en souhaite toujours qu'on nous ait entendus et qu'ils vont nous donner des postes, les postes qu'on a besoin. Pour francisation, juste pour venir un peu, je voulais juste dire qu'on n'a toujours pas reçu nos ATP.
Donc, c'est resté de la façon dont c'était fait cette année. Mais comme je disais, on a espoir que ça va augmenter. Puis, on est en train de mettre en place une formule qu'on a discuté au bureau, mais qu'on va aussi présenter aux personnes qui s'occupent de la francisation pour voir si ils sont eux aussi d'accord avec la façon dont on voit la répartition. Puis comme ça va être une formule qui va pouvoir être utilisée chaque année. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si j'oublie des choses, j'ai été un peu vite peut-être. Donc, si vous voulez me poser des questions ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous allez voir à la fin aussi des 6 derniers, des 6 écoles. C'est le total complet de toutes les écoles. Puis, vous allez voir les différences entre les postes, comme je disais, de ETP avec ce que je prévois donner pour septembre prochain, ce qui a été donné avec COVID et ce qui aurait dû être donné si on n'avait pas eu COVID. Si je peux juste me permettre d'ajouter une chose, Nathalie, à ce que tu viens de dire, c'est aussi avec la francisation, c'est de reconnaître aussi que le montant qui était alloué de base, le 0,5, si personne aurait moins que le 0,5. Je veux dire, l'ajout devrait permettre au moins dans la limite, peut-être que les écoles n'auraient pas beaucoup plus parce qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup plus d'élèves et de besoins, mais la formule pourrait reconnaître autant le nombre de besoins que le taux de besoins en francisation. C'est ça qu'on essaie de trouver, une formule juste qui va permettre d'offrir le service à tous nos élèves. Aussi, juste amener à votre attention à la ligne 37, la colonne AI puis AJ. Si vous les comparez, vous allez voir, c'est le total de personnel qu'on a dans notre système, dans nos écoles. La différence est 3,8. 3,8, là, c'est le manque à gagner. Fait que nous, cette année, il y a des fortes chances qu'on ne nous donne pas 17, le ministère, mais ils vont nous donner probablement 13,2 parce qu'ils vont prendre les chiffres de l'année passée, pas les chiffres de cette année. C'est ça, le prochain, je pense, combat, c'est de faire reconnaître qu'ils doivent utiliser les chiffres que nous, on utilise pour l'année prochaine parce qu'on a besoin de 17. C'est à cause de cette différence-là, entre autres, qu'on a dans notre feuille de profil de l'année passée un technopédagogue puis un mentor, comme Nathalie l'a dit, en numératie. Là, ça fait 1,5, mais qu'on est obligé de le mettre en salle de classe parce qu'on n'a pas le financement pour nos élèves l'année prochaine. Puis, au fur et à mesure qu'on grandit, ce nombre-là va s'agrandir. Ça devient de plus en plus pressant que le ministère reconnaisse les nombres actuels et non pas les nombres de l'année précédente. Je voulais ajouter ça aussi. Là. Mais le reste, Nathalie l'a tout dit. Puis alors, si vous avez des questions. Émile? Oui. Je vais parler de ma paroisse, l'école François Buot. Au niveau de 2 ans passés, on avait 2 postes en francisation. Et à ce temps-là, on nous disait que c'était le minimum qu'on était capable de fonctionner avec. On a été coupé cette année à 1, puis je vois qu'on marque encore juste 1 là. Pourquoi qu'on n'aurait pas avec le 2 encore qui était là 2 ans passés? Je ne parle pas de couper les autres écoles. Là. Je parle qu'est-ce qu'ils ont besoin et qu'on avait 2 et les commissaires avaient accepté que c'était 2 qu'on avait besoin et le personnel nous avait dit que c'était 2 qui avaient besoin, au minimum. Je peux vous répondre que vous aviez décidé de faire un déficit pour un poste en francisation pour l'avoir à François Buot, puis ça débalance le budget, donc ça sera une de vos décisions. L'autre chose est que si je mets 2 de francisation puis que je n'ai pas du gouvernement plus en francisation, je suis obligée de couper dans les autres écoles. Non, tu n'as pas besoin de couper dans les autres écoles. La commission scolaire décidera ce qui sera son budget à la fin de l'année. Et donc, s'il y aura un déficit, c'est elle qui décidera que si on doit embaucher plus ou dépasser les budgets. Ça fait trop d'années qu'on est là en train de couper et puis pas être capable de remplir les postes qu'on a besoin parce que la province, une des raisons, ils nous donnent l'argent pour l'année d'avant parce que et nous, on a des grosses augmentations pendant que la Public School Branch, là, ils maintiennent
Donc, eux, ça n'a pas des si gros impacts que nous autres. Donc, ça, c'est la première partie. Mais la deuxième, c'est qu'on n'a pas les ressources qui nous manquent présentement. En plus, si on regarde dans ça, il ne faut pas oublier qu'il y a 13 postes, probablement des postes de mathématiques, des postes d'éducation physique qui sont payés par le fédéral parce qu'ils utilisent le PLOE pour payer ces postes-là. Donc, c'est tout. Veut dire, vous comprenez ce que c'est que m'en vient. Moi, c'est toujours ça. La province ne nous donne pas les ressources qu'on a besoin. Un jour, il faudra décider c'est juste que la ligne va être mise dans le sable. C'est tout. D'accord avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Nathalie? Gilles? Gilles? C'est que à l'écran, je ne vous vois pas. Donc, si vous voulez poser des questions à Nathalie, allez-y, sans que je vous nomme parce que je ne vous vois pas à cause des chiffres qui sont à l'écran. Vas-y. Gilles, est-ce que quelqu'un m'entend? OK. J'ai la même crainte que Émile au niveau de François Biot. Les dernières années, on avait les mêmes chiffres de maternelle à première et deuxième année d'enfants, voire même cette année, à mon avis, ça a même augmenté puisque maternelle a passé à première année à deuxième année, etc. Donc, on a logiquement plus d'enfants cette année et on a moins de ressources en francisation, en sachant que dans le passé, il nous disait que c'était difficile. Alors, si on a moins d'agents de francisation, ça va être un problème, en sachant que le même problème est toujours là. Il n'y a jamais plus d'enfants qui viennent et qui parlent couramment français, puisqu'il n'y a pas assez de place en garderie francophone. Et cette année, d'ailleurs, quelque chose que j'ai remarqué, c'est la 8e année que mes enfants ont passé à la garderie, enfin que je côtoie la garderie francophone. Mon fils a fait 4 ans et ma fille vient de faire 4 ans et elle va en maternelle au mois de septembre. Et c'est la première fois que je vois un niveau de français calamiteux. Il n'y a presque pas d'enfants qui parlent français. Pour moi, je trouve ça impressionnant. C'est vraiment la première fois en 8 ans que je vois ça. Ce qui veut dire qu'au mois de septembre, en maternelle, ça va ajouter un plus lourd fardeau sur le personnel que les années passées. Alors, je reste confiant avec la province, puisqu'ils nous ont promis des bonnes nouvelles au niveau du budget. Mais si on n'a pas plus d'agents de francisation en France au Biot, on va avoir un problème. Ça, c'est garanti. Je veux juste préciser si vous avez des questions sur les chiffres, parce que oui, on aura probablement ces discussions-là aussitôt qu'on aura reçu tous nos chiffres. Ceci, en quelque sorte, est une prévision selon les chiffres qu'on a à date, si je te comprends bien, Nathalie. Puis, il y aura des ajustements qui se feront aussitôt qu'on aura reçu la lettre budgétaire avec le poste. Et là, par la suite, nous, les commissaires, on devra prendre des décisions, quelle action qu'on va prendre si nos écoles n'ont pas reçu les ressources auxquelles ils ont besoin. Bon. Oui. Donc, je vous demanderai de préciser vos questions sur les chiffres que vous voyez présentement à l'écran ou que vous avez regardé. Merci, Gilles. J'ai une question. Moi, j'ai une question, Stéphane. Nathalie, premièrement, merci pour le tableau, pour le travail puis la présentation. Bien fait, merci. Je me demande, on voit dans une case qu'il y avait, ça c'est pour une prédiction de 1158 élèves là, à la case AG 37. Là. Puis je voulais savoir c'était quoi versus quoi cette année. On se compare à quoi? J'aimerais avoir ce chiffre-là de 1 s'il est disponible. Puis aussi, tu sais, moi, c'est un petit peu en tout cas, ça, c'est plus une discussion pour les commissaires, là, mais au niveau de la direction, je sais que tu as bien expliqué que c'est 0,5, c'est pas beaucoup, mais je me demande dans le fond si, comme les directions adjointes, est-ce que c'est inclus dans cette partie-là de direction? Ça veut dire que, avec une direction puis une direction adjointe, à 2 personnes, ils font une demi-job, fait qu'il reste encore un autre 2 jobs pour pouvoir finir. C'est minuscule là, pour gérer. Il y a des jobs qui, ça ne dépend pas du nombre d'élèves que tu as. Il y a des jobs en dehors qu'il faut que tu fasses, là, que peu importe que tu en aies 1 ou 100, il faut que il y a des. En tout cas. Oui, mais ça, c'est une autre discussion qu'on aura à l'interne. Mais en tout cas, pour la question du nombre auquel on se compare, si tu as ça.
Je ne l'ai pas pris avec moi, mais il me semble que Je c'est l'ai. alentour de 1100, sûrement que peut-être François, est-ce Au 30 septembre, c'était 1101. 1101, Exactement. Mais il y a 1100. une variation, je pense que c'est 1102, la dernière version. Oui, fait que préciser que les chiffres qui sont là, c'est des formules. Puis la direction, je ne sais pas, excuse, tu l'as dit, Nathalie, je vais être Oui. sûr et certain quand même que le monde comprend. Après ça, il y a certains nombres qu'on arrondit un petit peu ou qu'on ajuste. Puis comme les directions, le cap minimum là, de 0,5, c'est le minimum qu'on va donner. Mais ça veut aussi dire qu'il y en a qu'on va enlever les virgules qu'il y a. Puis, il y a les plus grosses écoles, les chiffres, il n'y a pas une formule, c'est surprenant, là, il n'y a pas une formule dans le contrat, il n'y a pas une formule à Lille qui donne précisément qu'est-ce qu'on devrait donner. Mais fait qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, dans l'histoire de la CSLF, qui a créé cette formule 1 sur 200. Puis, fait que c'est pour ça que pour nous, c'est pas à ce point-ci, ça ne veut pas dire que même dans la formule, ça donne 2,24 à direction à l'école François Buot. On reconnaît que ça prend plus de personnes et plus d'appui là, mais dans l'arrondissement, ça va donner 2. On ne va pas donner 24 d'un autre adjoint dans l'école. À l'inverse, on ne peut pas laisser Sylvain puis l'école Saint-Augustin avec 0,29, ça ne marche pas. La même chose aussi avec les écoles MA12. C'est les petites écoles MA12, même 0,5. Et franchement, il n'y a pas une place que c'est raisonnable. Pour être honnête, j'ai été direction d'école assez longtemps. Gilles, toi aussi, tu l'as été, tu le sais. Je veux dire, il n'y a jamais assez de ressources humaines en administration, mais pour ces écoles-là aussi, le 0,5 est peut-être même pas assez. Il faudra leur donner un minimum acceptable, plus comme de l'ordre de 0,7 à la Belle Cloche puis à Pierre Chiasson pour arriver. Fait que même quand ces formules-là, ils ne sont pas parfaites, là. Ils sont là pour nous guider, pour donner un cadre, mais à la fin de l'exercice, on attend quand on aura notre budget, là, on pourra être capable d'arriver à des nombres précis. Fait que ça, sur lequel vous posez des questions, c'est le minimum. C'est la base avant de savoir qu'est-ce qu'on va avoir. C'est qu'est-ce que ça prend pour fonctionner. C'est pour ça qu'une fois que vous avez bien compris le tableau, Monsieur le Président, j'espère qu'il y aura une résolution pour dire qu'on va accepter au minimum. Ça ne veut pas dire que je suis content avec ça. Ça veut juste dire au minimum, on peut annoncer des postes. Être sûr qu'on a les enseignants qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mme Nathalie? Moi, j'avais juste une question. C'est Diane. Pour faire sûr que je comprenais bien les numéros. Si on va à l'école sur Mer, j'avais juste une question parce que la première rangée du numéro, c'est le nombre d'élèves, right? Comme dans la section L. Comme mon fils est en 9e année, puis je sais qu'ils sont beaucoup plus que 8 élèves. So, je n'étais pas sûre si c'était ça que ça représentait, la ligne L, les nombres d'élèves. Votre fils est en quelle année? 9e année à l'école OK. sur Mer. Donc, 9e année, vous allez à la 10e année qui est en bas, à la ligne 32, puis il devrait être 16. Ah, OK. So, pourquoi que la 9e année, les chiffres, le nombre est en bas? Non, c'est que toutes les années de cette année ont toutes monté d'une année pour l'année prochaine. Ah, c'est ça, c'est des chiffres de l'année passée. OK, c'est ça, je ne comprenais pas. OK, merci. OK, merci beaucoup. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mme Nathalie? Sinon, Mme Nathalie, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis si vous avez des questions, ben gênez-vous pas. Juste laissez-moi savoir. Des fois, peut-être en le regardant, vous allez penser à autre chose. Puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Parfait. Merci bien. On se croise les doigts pour avoir ce qu'on veut ou on a besoin du moins. Tout à fait. Tout à fait. Merci, Nathalie. À vous. Merci. Monsieur François, est-ce qu'on veut passer maintenant à Monsieur Patrick ou tu veux revenir à ton rapport? Monsieur Patrick, il est ici il n'est pas ici pour présenter. Ah, OK. Donc, est-ce que tu veux revenir à ton rapport ou ça? Comme mon ancien patron aurait dit, c'est juste un bon soldat, puis il était ici pour venir appuyer à Nathalie, puis être ici présent. C'est pour ça que Patrick est là. Alors, salut Patrick, puis allô Lisa aussi. Il y a plein de soldats ce soir, c'est formidable. OK, alors mon rapport, si vous voulez, je vais continuer avec ça. Juste l'ouvrir.
OK. Alors, c'est ça. Alors, vous l'avez reçu, comme toujours. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le mois. Alors, puis je commence en disant ce qu'on dit tous, c'est toujours en attente du budget. Alors, ça, c'est la première phrase du rapport, c'est pas pour rien. Puis mais il ne faut pas perdre d'espoir, puis il faut garder le cap. Il y a un rattrapage de toute évidence avec ce que vous venez de voir. Il y a du travail à faire, puis on ne parle même pas ici d'équipe d'appui, on parle vraiment du personnel dans les écoles. Alors, il y a un rattrapage à faire sur le plan des ressources humaines, puis on va garder espoir. On dit toujours que les nouvelles seront bonnes, alors on va attendre d'avoir ça. Mais j'ai quand même voulu être certain qu'on clarifie avec la sous-ministre. Je n'ai pas eu de réponse, mais au moins, elle a compris que ce que je voulais être très clair avec elle. Puis, si je comprends bien, M. le Président, je crois que vous avez fait des suivis de votre côté aussi, c'est qu'on a besoin d'avoir justement cette base-ci qu'on vient de vous présenter. Alors, comment on va être alloué de ressources, ce qu'on serait normalement alloué à partir des principes d'allocation de base que le ministère a, avant même qu'on regarde à ce qu'on va avoir de plus, parce que juste notre croissance nous demande plus. Puis on ne veut pas que les ressources supplémentaires soient cachées dans de la croissance normale. Alors, ça, c'est le deuxième point. Puis enfin, l'allocation des ressources supplémentaires dans le contexte de la COVID. Alors, on a eu quelques ressources, mais dans le budget qu'on vient de présenter, c'est très mince. Essentiellement, dans certains cas, c'est statu quo, mais au niveau de l'enseignant, on sait qu'on aura l'équivalent d'un enseignant de plus au total pour nous aider avec la rentrée scolaire 21-22 dans le contexte de la COVID. Alors, c'est vraiment pas beaucoup comparativement à ce qu'on avait reçu cette année. Je pense qu'il était une douzaine au total, si on compte la direction puis tout le kit. C'était beaucoup plus cette année que l'année prochaine. Ce qui est normal quand même, mais c'est dommage aussi de ne pas avoir eu un peu plus de ressources. Ensuite, tantôt, je vais présenter un genre de mise à jour des programmes d'études parce que c'était une préoccupation qui a été exprimée lors d'une réunion. Puis je voulais vous mettre à jour. Je crois que c'est important que vous soyez au courant de l'état de nos programmes d'études. Puis qu'est-ce qu'on a discuté, qu'est-ce qui pourrait être les plans de développement pour les prochaines années. Alors, ça fait partie d'une présentation tantôt. Au niveau des communications, je dois vous dire, franchement, je ne me plains pas, mais je vais être honnête avec vous. En fait, je ne me plains pas. Je vais même souligner le fait que toute l'équipe administrative joue un grand rôle pour maintenir ce qu'on a mis en place, mais ça se fait de peine et de misère. C'est clair qu'il nous manque quelqu'un au sein de l'équipe, ça paraît. Alors, on a quand même réussi jusqu'à maintenant. Une chance qu'on a eu justement cet argent-là de COVID, puis je vais la nommer même Colby, qui est ici avec nous on espère, jusqu'à la fin de l'été pour nous donner un bon coup de pouce, puis elle fait un excellent travail. Fait que si jamais elle écoute Colby, bravo, tu fais un bon travail, on est très contents. Et puis ça nous aide à nous sortir un petit peu la tête de l'eau. Le Rachel aussi fait beaucoup pour compenser l'absence de quelqu'un en communication. Ensuite, il y a eu des situations aussi qui ont compliqué les choses, mais ça, c'est normal. Il y a toujours des petites situations qui nécessitent l'implication d'un directeur des programmes ou des services aux élèves. Si on est habitué, ça fait partie de notre travail. Seulement, c'est arrivé qu'il y a eu plusieurs choses en même temps. Puis c'est là que je me suis rendu compte à quel point on était fragile. On a réussi, je crois qu'on a réussi à éviter toute autre procédure qui aurait pu être plus compliquée et plus pesante pour la CSLF, mais s'il y avait eu une autre situation, je ne sais pas si on serait arrivé. Alors, c'est tout arrivé en même temps, c'est ça qui est arrivé. Alors, on a à court de personnel, il faut le dire. Ensuite, au niveau de la planification stratégique, franchement, la première des choses, là, je veux changer de ton. D'habitude, il y a toujours des bonnes choses. Alors, je vais commencer avec du positif. Là, ici, très content de la réaction et des commentaires qu'on a eus des directions, puis des gens au ministère qui l'ont vu. Puis il y a eu des bons commentaires sur le plan lui-même, sur la démarche qu'on a entreprise. Je pense que tout ça, c'est encourageant. Je pense que c'est un bon début. J'ai aussi fait la présentation à l'Association des enseignantes et enseignants de langue française, alors vendredi dernier, et puis je leur ai présenté les grandes lignes, puis la nouvelle mission, la nouvelle vision. Alors, je crois que les choses vont bon train. Le fait que je sois toujours
la Nouvelle-Écosse n'allant pas tellement bien. Je suis toujours en Nouvelle-Écosse en passant. Puis là, j'espère pouvoir quitter la semaine prochaine là, pour finir mon mandat à Lille. Mais la consultation pour le plan opérationnel va devoir se faire en ligne. Alors, demain, je rencontre les directions lors de la rencontre des directions, puis je vais leur présenter un peu le plan, faire un horaire pour l'élaboration du plan opérationnel. Alors, on va commencer à mettre les bases du plan opérationnel et puis d'ici la fin mai. Et puis, l'équipe cadre va travailler ensemble au début juin pour mettre tout ça ensemble puis avoir un bon cadre de départ pour la rentrée 21-22. Alors, je suis encore confiant qu'on va y arriver. Tout est bien. Puis, en fait, demain, je rencontre les jeunes de Jaflip, puis on va commencer à travailler le slogan. Alors, demain soir, j'ai une petite rencontre avec eux. Puis après, pendant le mois de mai, je vais rencontrer les conseils étudiants. Puis on va aussi travailler le slogan avec eux. L'autre chose au niveau culturel, on a un beau projet local. J'aime ça, c'est fait par nos jeunes en plus de la classe de Chuck à l'école Évangéline. Annette Laroupette, c'est une belle petite pièce. Malgré la pandémie, on est encore capable de faire des belles petites choses. Il y a des mesures supplémentaires à prendre, bien sûr, mais tout ça, c'est en train de se faire dans les écoles, fait que ça va vraiment bien. Au niveau de demande d'accès à l'information, oui, alors on n'en a jamais, hein, puis il fallait que ça tombe cette fois-là. Quand je disais que tout est arrivé en même temps, ben c'est ça. On a eu une demande d'accès à l'information, il a fallu produire. On n'a pas personne dans ce poste-là. On n'a pas personne de formé non plus, mais encore une fois, Rachel, Lisa, vous vous reconnaissez tous. Merci beaucoup. Et puis, je dois dire même, je ne veux pas nommer, mais le personnel à l'école aussi qui a participé, qui nous a aidés, a été formidable. Alors, on a réussi à fournir, je crois, dans les délais prescrits, puis le document qu'on avait été demandé de produire dans les règles. Ensuite, au niveau des programmes, alors, comme j'ai dit, je vais vous en parler tantôt, la mise à jour de l'état des programmes d'études au ministère de l'Éducation. Puis, il y a certainement au niveau du secteur à Patrick, toute la question de la gestion du comportement basée sur l'apprentissage social et émotionnel des élèves. Alors, il y a eu des rencontres avec M. Steve Bissonnette, qui est un professeur au Québec, puis qui travaille aussi à TELUC, qui est une université en ligne. Et puis, je vais ajouter une note personnelle parce que nous, ça fait 2 ans, la Nouvelle-Écosse, ça fait 2 ans qu'ils travaillent avec, en fait, peut-être même 3 ans cette année, qu'on travaille avec M. Bissonnette, puis il est excellent. Et puis, on aide à revoir avec les écoles le code de conduite des écoles pour qu'ils soient plus inclusifs, puis qu'ils permettent aux jeunes de participer à son élaboration, mais aussi la gestion du jour à jour, lui est très, très bon pour nous accompagner là-dedans. Alors, ça, c'est à venir, ça sera dans le plan opérationnel, je suis certain. Là, il y a d'autres petites choses, je vais aller rapidement là, pour la question de temps, mais il y a, je pense, souligner qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de se développer. Il y a une entente là, qui devrait se signer très bientôt avec Stigma, qui travaille en français. Puis essentiellement, c'est tout ce qui touche l'enseignement ou le co-enseignement dans le domaine des sciences et des mathématiques, et puis la technologie. Alors, il y a des belles choses déjà qui sont en train de se produire et puis qui vont prendre de plus en plus de place. Puis, c'est rare que je fais ça, d'intégrer une photo dans mon rapport, mais elle est tout petite. Vous pouvez aller agrandir si vous voulez aller voir, puis il y a un lien aussi, puis vous allez pas avoir une idée de ce que c'est Stigma, puis ces projets-là. Ensuite, le secondaire renouvelé. Alors, demain, il y a une première ébauche justement des recommandations qui vont être discutées avec les directions. Et puis, on a prévu, M. le Président, vous êtes au courant, là, qu'à la rencontre du mois de juin, on va inviter justement Patrick à venir nous joindre pour vous présenter ce rapport-là avec les recommandations. Puis, fait que tout ça est en branle. Ensuite, on va sauter leadership, on continue. Informatique et technologie. Ça, c'est un défi. C'est un vrai défi. On est très bien servi par notre employé, mais maintenant, il travaille à temps plein pour PowerSchool. On a un employé qui travaille en partie au ministère, mais ça ne semble pas répondre à la demande. Alors, on a eu un petit coup de main là, de M. Steve Yu, qui va nous aider à répondre à certaines des demandes. Il y a une grande liste de demandes là, qui sont en attente dans les écoles. Puis,
c'est en train d'affecter le bon fonctionnement dans nos écoles. Alors, on a dû avoir recours à aller à l'externe pour essayer de faire avancer un peu ce dossier-là. Mais certainement, ça, c'est un domaine qu'il faudra peut-être s'attarder un peu, là, surtout avec le nouveau système. Une fois que PowerSchool est en place, mais même là, en tout cas, je ne devrais pas dire ça parce qu'une fois que PowerSchool est en place, il y a continuellement un travail de mise à jour. C'est un excellent outil, mais ça nécessite quelqu'un à temps plein pour s'occuper de PowerSchool. Puis là, vous voyez, il y a un transfert de données qui ont été faits. Alors, il y a beaucoup de travail qui a été fait autour de ça. Comme vous savez, il y a beaucoup de travail aussi au niveau des sites web. Vous avez même, on a un nouveau site pour les commissaires aussi. Alors, tout ça, c'est bien, mais ça demande du temps. Un autre beau projet, on est là pour les jeunes, puis de temps en temps, les écoles soulignent des belles réalisations auprès des jeunes, mais dans mon rapport, je le fais moins. Je laisse toujours les points à la fin pour lecture. Mais ici, c'en est un, je pense qu'il vaut la peine d'être mentionné. Le projet des livres LGBTQ+. En fait, c'est un projet de 2 élèves de l'école François Buot. Et puis, présentement, ils sont en tournée dans nos écoles pour présenter ces livres-là qu'on va ajouter aux bibliothèques des écoles. Et puis, on est content parce que c'est un beau partenariat aussi avec Daniel de Jafflip, directeur. Et puis, vous avez l'horaire ici de la tournée. Au niveau des ressources humaines, comme vous savez, il y a beaucoup de choses que je ne vois pas en détail, puis on ne vous donne pas trop de détails parce qu'on ne voudrait pas, certainement pas identifier qui que ce soit. Je veux dire, il y a des questions de confidentialité là-dedans, mais il y a quelques petits faits quand même importants à noter au niveau par exemple, des mentors en enseignement, pour l'enseignement ressources. Alors, il y a beaucoup de travail qui est fait au niveau, avant d'arriver à déterminer l'offre de service. Il faut aller analyser les données qu'on a pour déterminer clairement les besoins. Alors, il y a tout un travail qui est fait à ce niveau-là. Et puis, mais c'est sûr que l'approche par équipe amène aussi beaucoup de gens à la table. Et puis, fait que ça demande aussi beaucoup de temps. Alors, il ne faut pas sous-estimer tout le temps que ces gens-là ont besoin de passer à travailler, à identifier et à mettre les plans d'action en place pour répondre aux besoins. Mais c'est ça. Ensuite, il y a toute une analyse aussi qui se fait pour déterminer les ressources. Aujourd'hui, on a parlé des ressources qui se calculent 1 sur 150, puis ces choses-là. Mais là, après, il faut déterminer aussi les assistantes en éducation, travailleurs jeunesse, quels sont les besoins, qui a besoin de quel service. Alors, l'exercice il y a un formulaire qu'on appelle SNAP, permet de faire ce calcul-là. Puis peut-être qu'à un moment donné, Lisa pourra venir vous le présenter, vous expliquer un peu comment ça fonctionne, mais il y a toute une analyse en arrière de ça. L'orthophonie. Alors, on a tous les élèves maintenant qui sont suivis en téléthérapie. Là, il y avait eu une petite transition. La dernière fois, je pense qu'on était à 80 quelques %. Là, on est rendu à 100 %. Alors, bravo. Puis, en passant, tous les élèves ont aussi eu une visite face à face parce qu'on pense encore que le meilleur service, c'est certainement qu'on peut aller rencontrer puis créer des relations avec nos jeunes. Alors, ça s'est fait aussi. Et puis, alors, c'est il y a une belle avancée. Des fois, la pandémie nous a forcé à faire des choses autrement, comme maintenant, où on a besoin de travailler à distance comme ça. Puis on peut quand même faire des avancées dans ce domaine-là. Alors pour moi, la téléthérapie, c'est certainement quelque chose qui est là pour rester, puis qui va continuer à se développer. Ensuite, il y a l'exercice, normalement, on fera un exercice de dépistage du langage à la fin de l'année. Mais dans ce cas-ci, dans le contexte actuel, avec tous les autres besoins qu'on a, on a décidé qu'on allait on connaît bien les besoins, puis on a décidé que cette année, on allait sauter cet exercice-là. Maintenant, on va quand même procéder avec le dépistage pour les nouveaux enfants là, qui vont nous arriver en maternelle. Alors, ça, on va aller de l'avant avec cet exercice-ci. La psychologie, comme vous savez, on a tenté par tous les moyens de présenter, d'aller recruter des psychologues ou au moins aller embaucher à contrat des psychologues pour offrir des services à l'île. Ça n'a pas fonctionné. On offre des services où les parents peuvent aller à une clinique et puis on paye pour le
service lui-même, mais ils doivent payer pour leur déplacement. Puis encore là, il faut qu'ils soient capables de faire leur déplacement. Alors, aujourd'hui, vous allez voir, ça fait partie de l'ordre du jour. On aimerait proposer une autre option. Il est temps qu'on aille à l'option avec le plus de ressources possibles parce qu'on doit être capable de trouver quelqu'un. Présentement, nos enfants n'ont pas eu de service parce que la bulle atlantique n'est pas rouverte et c'est inacceptable. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est quand même l'ouverture du PI Psychologist Registration Board, qui nous a franchement été très, très réceptif et puis il nous a même écrit pour nous confirmer qu'il était prêt à collaborer avec nous, puis advenant qu'on trouve un psychologue qui arriverait de la France, comme par hasard, et puis qui voudrait se faire reconnaître, il serait tout à fait prêt à faciliter l'examen à l'oral. Et puis, toute la question de la traduction aussi serait prête avec notre collaboration à jouer un rôle pour ne pas empêcher quelqu'un de se faire reconnaître. Alors, il y a une belle ouverture là, puis on l'a par écrit. On est très contents. Puis bravo à Lisa et puis Nathalie, puis toute l'équipe, parce que c'est comme ça qu'on a réussi à ouvrir cette porte-là. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, pour aller vers la fin, des spécialistes en counseling. Alors, il y a des choses qui se font des fois de façon régionale. Alors, puis quand je dis régional, l'Est et l'Ouest, alors on divise pas mal la province en deux. Alors, il y a tout un travail qui a été fait pour faire venir quelqu'un pour traiter du thème ou pas le faire venir, mais de travailler à distance sur le thème de l'équité raciale et du mieux vivre ensemble. Alors, ça, c'est dans l'Est. Aussi, on a travaillé dans l'Est l'autorégulation et la co-régulation auprès des équipes pédagogiques des écoles de l'Est. Alors, il y a eu les conseillers ont travaillé à ce niveau-là, comment apprendre à autoréguler, ça veut dire apprendre à prendre le contrôle un peu de l'anxiété qu'on pourrait vivre dans une situation, puis contrôler ses comportements, puis apprendre à les contrôler nous autres mêmes. C'est ça que ça veut dire. Puis ensuite, montage, il y a tout un montage vidéo aussi. Il y a un projet de montage vidéo qui est en train de se faire présentement par un comité, Premier's Action Committee on Prevention of Violence, Youth Engagement Working Group, qui travaille là-dessus. Puis, comme je disais, il y a eu aussi des présentations dans les écoles. Puis là, je pense qu'on est plus dans l'Ouest, entre autres sur l'impact des écrans sur le sommeil, puis organiser une présentation sur la prévention du suicide. Et puis, puis dans l'Ouest, on est ici. Alors, les présentations pour la protection de l'enfance, se sont déroulées dans les écoles de l'Ouest. Un autre projet intéressant sur lequel on travaille, c'est avec Cap Enfants puis le réseau 100 ans français. Alors, qui est un genre de passeport santé pour notre clientèle. Alors, ça, c'est intéressant. Et puis, comme vous le savez, là, on a déjà entrepris il y a eu plusieurs rencontres, puis il y a eu plusieurs démarches pour revoir la collaboration avec le village des sources. Alors, voir comment nos enfants pourraient profiter pleinement de cet environnement qui est formidable, où on pourrait vivre de plusieurs activités en français, sur le mieux-être en français. Et puis, il y avait déjà des belles choses qui se faisaient là, mais on veut vraiment mettre l'accent sur le avant et le après aussi. On veut vraiment voir comment on peut préparer les jeunes avant d'y aller, et puis comment notre équipe aussi peut travailler au retour de l'activité. Et puis tout ça aussi de travailler au recrutement puis aux personnes qui sont formées pour offrir ces activités-là. On peut aussi jouer un rôle de collaboration avec l'équipe du village des sources. Il y a des belles choses à faire là. Au niveau des ressources humaines, je pense que là, c'est le temps de juste ralentir mon débit un peu, puis juste prendre le temps de souligner que c'est des rôles importants, qu'on a confirmé Dominique Morancy à la direction de l'école évangéline. Alors, ça, c'est une première nomination. Et on a aussi confirmé, parce qu'elle était déjà dans le poste, mais maintenant, le poste était laissé vacant, alors elle a pu postuler pour officiellement
recevoir le poste de façon permanente. Alors, Mme Karen Leblanc, qui est déjà là, on la confirme dans son poste à long terme. Alors, félicitations aux deux dames. Et puis là, présentement, on est dans le processus pour chercher des directions ou confirmer une direction adjointe pour l'école évangéline. Et puis, alors, c'est ça. Et puis, il y a toujours le même enjeu, pas capable de trouver d'enseignants pour les postes d'immunocompromis puis spécialistes en autisme. Je pense qu'on va attendre le nouveau financement puis l'année prochaine, puis on espère qu'on pourra avancer avec des postes, avec des personnes qui sont présentement dans nos écoles ou qui sont prêts pour ces postes-là. Alors, vous avez déjà eu la présentation pour la planification pour l'année prochaine. On veut souligner aussi, donc le 1er juin, excusez, on va avoir le thé des retraités. Alors, je pense que vous allez tous être invités. Puis, M. le Président va sûrement dire un petit mot au thé des retraités. Puis, on a 3 assistantes en éducation, une enseignante puis une adjointe administrative. Là, les noms sont dans le document qui vont prendre leur retraite. C'est aussi là qu'on souligne aussi des 5, 10, 15, 20, 25. Alors, on va souligner, bien sûr, la contribution de tout le monde en même temps. On a fait aussi une belle présentation. Merci à Nathalie qui a organisé ça et puis à toute l'équipe qui était là aussi, à des futurs enseignants de UPI. On veut les tenter à venir travailler avec nous. Puis il y en a qui ont déjà montré de l'intérêt. Alors, on espère avoir leur candidature très bientôt. On a aussi un nouveau dépliant qui a été, puis j'ai vu la dernière version qui est pratiquement finale aujourd'hui. Alors, pour justement aller attirer les enseignants ou des employés à venir travailler avec nous. Et vraiment, c'est très beau, c'est très professionnel. Puis, je suis certain que tout le monde va l'aimer. Puis, il y a aussi, on est en train de travailler sur une vidéo promotionnelle avec, bien sûr, la firme qui est embauchée pour faire ce travail-là. Alors, ça, c'est un autre ajout intéressant à nos produits. Puis pour aider dans le contexte aussi de recrutement, il y a eu un peu d'argent qui restait du projet qu'on est allé chercher du fédéral. Et puis, on a eu ce financement-là va permettre justement à Nathalie d'avoir un petit coup de pouce qui sera vraiment apprécié. Donc, on va pouvoir avoir une adjointe administrative pendant l'été pour lui donner un coup de main et puis aider à essayer de justement peupler cette nouvelle PeopleSoft qui va nous permettre d'avoir toutes les données sur nos enseignants. Ça, c'est un excellent outil aussi pour être capable de cibler réellement nos besoins, quels sont nos besoins, puis qu'est-ce qu'on va aller chercher l'année suivante. Il y a eu des négociations pour des conventions collectives pour les enseignants. Il y en a d'autres pour d'autres groupes d'employés qui ont commencé. Ça nous pose certains défis parce que ça finit qu'il n'y a plus personne au bureau, il faut le dire. Ça finit par avoir Nathalie est partie pour une semaine, Lisa est partie pour l'autre semaine. Puis le problème, c'est qu'il n'y a pas personne pour les remplacer. Alors, ils sont obligés de travailler le soir. En tout cas, c'est un défi parce qu'il n'y a pas une grosse équipe. Mais ça avance. Un très beau projet je vais le dire, de la Société nationale de l'Acadie, la SNA. Bravo, une belle initiative de leur part. Ils essaient de créer une entente avec la France pour faciliter la reconnaissance des acquis. Fait que ça pourrait être intéressant dans le futur, dans le recrutement, en particulier des enseignants. C'est ça qu'on parle ici, des enseignants. Alors, je crois que ça pourrait être prometteur pour l'Atlantique, puis l'île du Prince-Édouard en particulier. Alors, bravo. Et puis, dans un exercice de Destination Canada, là, où on avait reçu, puis je vous l'avais déjà dit, là, 1400 CV, là, ce qui était un petit peu décourageant ou presque. On a quand même réussi à éplucher tout ça puis avec de l'aide. Merci beaucoup à la CIF là, qui a été très importante à nous aider. Puis, mais à la fin, on a sorti une 80 CV, puis du 80 CV qui commence à avoir plus. On continue à éplucher ça pour probablement arriver avec peut-être quelques personnes qui pourraient être intéressées à des postes dans le futur. Alors, il faut continuer l'exercice. Au niveau du transport,
Ça, c'est une autre belle nouvelle. Vous savez, puis je ne sais pas si vous savez, on avait quelques défis, une nouvelle approche à la PSB qui avait décidé, une nouvelle initiative qui allait payer les cours d'inscription, des cours ou à des chauffeurs suppléants pour devenir chauffeurs. L'enjeu avec ça, c'est qu'il y avait une condition qui disait qu'ils ne pouvaient pas venir conduire avec nous. Alors, on a fait quelques suivis. Puis la réponse, finalement, a été qu'il allait accepter de nous. En fait, nous, on pourrait avoir des places, puis avoir certains de nos chauffeurs prendre ce cours-là aussi. Alors, je pense qu'on va s'en sortir après tout. Mais il a fallu quand même faire des suivis. Et puis, là, pour la question, le prochain défi maintenant, c'est justement les autobus au garage. On a toujours un petit roulement. Il y a toujours des autobus qui font un changement d'huile ou autre, puis on a besoin de quelques autobus spare. Tout le monde utilise de remplacement. Mais puis pour l'instant, on a un problème parce qu'on n'a pas nécessairement d'autobus. Alors, ça, c'est un suivi qu'on a. On va peut-être avoir besoin de faire avec le PSB puis avec le ministère, voir si il me semble que les autobus qui appartiennent à Lille devraient être aussi utilisés par les 2 conseils scolaires à Lille. Ça devrait être, il devrait y avoir une entente là. Ensuite, financement, ben, il n'y a pas grand-chose pour tout de suite. Comme vous savez, on est en train de préparer la réconciliation des données. Alors, pour arriver avec un rapport d'ici la fin de l'année, alors on devrait, l'équipe Affaires à faire, c'est un grand travail. Alors, c'est ça qu'ils font présentement. Il y a toute une question autour des autobus électriques. Je ne vais pas aller en détail, mais c'est certain que pour nous, dans certaines régions, ça va poser des défis, à moins que les autobus deviennent plus performants et qu'ils puissent garder leur charge plus longtemps. Mais en attendant, on va travailler. Une chose importante, je pense que les commissaires de cette région-là sont au courant, mais notre président puis Diane, mais on a aussi entrepris des démarches avec la ville de Summerside, dans des démarches formelles. On a envoyé une lettre pour demander d'installer une traverse piétonnière, sécuritaire, au coin des rues South et Glen, parce que c'est assez passant. C'est vraiment une rue principale. Puis, alors, on pense qu'il y a une nécessité pour eux de regarder à ça. Puis pour l'immobilisation, ben, vous avez toujours, tout va bien pour la phase 2B. En fait, c'est le même contracteur, puis toutes les choses avancent bien pour l'école sur mer, pour le gymnase. Alors, ça, c'est bien. On a eu l'approbation, comme vous savez, la dernière fois, pour le budget supplémentaire. Le comité de l'école de construction évangéline, bien sûr, il regarde à toutes les options. Pour l'instant, tout le monde, puis je suis certain que notre commissaire qui est sur le comité pourra en ajouter, mais on voit des possibilités, mais on voit des défis aussi avec l'espace actuel. Alors, je pense qu'il y a des discussions encore à venir à ce niveau-là. Et puis, pour l'école François Buot, il n'y a toujours pas eu de rencontre. Alors, ça, c'est un suivi qu'on a fait avec le consultant qui est embauché, Foster Miller, qui s'est excusé pour dire que le rapport est en train de finaliser le rapport de l'étude du terrain existant. Puis, étant donné qu'il voulait combiner ce rapport-là avec les marées, il y a un rapport sur les marées. Moi, honnêtement, je ne connais pas ça du tout, pour être honnête. Je n'ai pas été à l'école pour apprendre ça, fait que je ne sais pas. Mais c'est ce qui a fait que ça a pris un petit peu plus de temps, mais il devrait être en mesure de présenter son rapport au comité en quelque temps en juin. C'est ce qu'on a eu. Alors, comme d'habitude, la fin du rapport, c'est celle-là les contributions des écoles, les belles choses qui se passent dans nos écoles. Je vous invite à le lire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il commence à faire noir ici. Émile? Oui, François, au niveau de Foster Miller, j'espère que ce n'est pas juste ça son travail de nous présenter un rapport de qu'est-ce que le terrain peut accommoder comme bâtisse. Excuse, tu dit... Ben, Foster Miller, au niveau qu'il va présenter présenter un rapport au comité de planification, mais son travail va être plus large que ça, j'espère. C'est une question qu'il faudra que je note, puis j'espère moi aussi.
mais c'était la première partie. Je pense qu'il voulait voir qu'est-ce qui était. Puis c'est comme ça comme moi je l'ai compris de Brad aussi, c'était de voir qu'est-ce qui était possible de faire puis pas faire autour du terrain actuel. Mais c'est certain que le comité par la suite aura probablement d'autres questions, puis il y aura probablement d'autres rôles à jouer. Il est embauché comme consultant pour travailler avec le comité, puis d'arriver avec une proposition au bout de l'exercice. Fait que c'est une bonne question. Émile, je ne sais pas. Greg? Ben, on a déjà eu cette discussion à plusieurs reprises et pour moi, c'était très clair qu'est-ce qu'il devait faire. Donc, je ne vais pas débattre maintenant, mais on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Donc, comme Émile a dit, je prends ça comme une introduction au chapitre, au livre de la construction de l'école, mais on en parlera plus tard. Mais pour moi, c'est clair. On en a déjà discuté plusieurs fois. Donc, je ne vois pas pourquoi ce n'est pas clair maintenant, mais on en discutera plus tard. D'autres questions pour François? Donc, François, encore une fois, merci pour un rapport complet et détaillé. Avant qu'on passe à l'ordre du jour, je voudrais, au nom de tous les commissaires, féliciter Mme Dominique Morancy ainsi que Mme Karen Leblanc pour leur nomination à titre de directrice d'École Évangeline et l'École sur Mer. Ce sont des rôles très importants et très exigeants, donc on leur souhaite bonne chance et puis on les félicite. Donc, si on revient à l'ordre du jour, on est à mise à jour des dossiers. Donc, 6.1, mise à jour du comité conjoint. Ben, le comité conjoint a dû annuler plusieurs rencontres quand ces rencontres-là étaient jumelées, si vous voulez, à la sortie du budget. Et puis, il y a eu toutes sortes de contretemps, puis le budget a été retardé pour différentes raisons, comme je le mentionnais. Donc, le comité conjoint n'a pas évolué, si on peut dire, n'a pas procédé depuis cette dernière rencontre. On attend dans les prochains jours la sortie du budget, puis le comité conjoint, à ce moment-là, pourra reprendre son travail. Je ne sais pas si Stéphane, Greg, Émile, non? OK. 6.2, mise à jour. J'ai une question, Gilles. Oui, vas-y. Est-ce que quand on recevra le budget, est-ce qu'on pourrait recevoir une analyse détaillée au niveau de qu'est-ce que c'est qui nous offre comparé avec le rapport que Nathalie nous a présenté est très bien fait, qu'on soit capable de comparer qu'est-ce que c'est qu'il nous propose comme nouveau poste, comparer à ça et comparer à ce que c'est qu'on avait dans le passé, être capable de bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'il nous présente. Oui, on a été précis avec le ministère de l'Éducation qu'on voulait voir qu'est-ce qu'on allait avoir comme ressources au niveau d'une augmentation des inscriptions. Puis aussi, on veut voir dans un autre, sur un autre page, si on peut dire, qu'est-ce que le travail du comité conjoint a apporté, parce qu'on veut pas que ça soit tout mélangé ensemble. On veut voir c'est quoi que chaque chose a apporté. Puis, comme tu as dit, on le veut par écrit. Moi, je ne veux pas un rapport du ministère, moi, je veux un rapport de la commission scolaire. Que nous, on analyse ce qu'on a reçu. Je ne veux pas que la province nous dise que vous avez eu beaucoup. Je veux que nous autres, on soit capable d'analyser et décider si on a eu beaucoup ou qu'on n'a rien eu. Ben, on ne pourra pas l'analyser avant qu'on le reçoive pour justement faire cet exercice-là. C'est ça que j'ai demandé, qu'on ait un rapport analysé par la commission scolaire quand on l'aura. Aussitôt qu'on l'aura reçu du ministère, on va l'analyser tout ensemble, puis on prendra une décision ensemble. 6.2, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce sujet-là, mise à jour du plan de développement, du plan stratégique, pardon. François? Oui, alors je l'ai déjà un peu dit dans mon rapport. Alors, c'était simplement qu'à partir de demain, je fais un horaire avec les écoles et puis que je vais consulter le personnel dans les écoles pour les 2 dernières semaines de mai. Puis au mois de juin,
tout ça va nous permettre de travailler avec l'équipe cadre. Puis le rôle d'appui, là-dedans, j'inclurais Patricia, puis des personnes qui travaillent à appuyer les écoles pour le cadre, pour le plan opérationnel 21-22. Puis je continue à travailler sur le document aussitôt que je peux. Alors, il y a eu beaucoup d'imprévus, mais aussitôt que quand j'ai eu un peu de temps, je travaille dans l'écriture du rapport lui-même. Et puis, je vais aussi être en contact là, avec le graphiste là, ou la personne qui nous aide avec le visuel pour essayer de créer un visuel aussi pour le visuel pour le plan stratégique. Alors, c'est là qu'on en est. Parfait. Dans les affaires nouvelles, on est à 7.1, modification au logo. On en avait parlé brièvement la dernière fois. François? Oui, alors c'est ça, on en avait discuté, mais c'était pour mettre une résolution au public que le logo de la CSLF, comme les gens le connaissent, demeure, mais que sous le logo, on ajouterait depuis 1990. On a commencé à le ressortir, mais si vous voulez faire une résolution plus formelle pour que ça soit enregistré, comme quoi c'est le logo officiel, c'est avec le depuis 1990. Excellent. Merci. 7.2, on a passé tout à l'heure avec Mme Nathalie qui nous a fait un excellent rapport. Excusez, Monsieur le Président. Oui. Est-ce que ce n'est pas là où on devrait avoir une résolution pour le logo? On ne veut-tu pas une résolution? Oh oui. OK. Donc, on passerait une résolution pour que le nouveau logo avec l'ajout soit accepté. Oui, c'est une bonne précision. Émile propose. Diane appuie. Question sur la proposition? Donc, tous ceux en faveur, vous levez la main droite. Ceux contre, vous levez la main droite. Abstention, adopté. Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose, M. François, à ajouter pour la planification des ressources humaines? Ou on a vidé la question? Oui, la seule chose, il n'y avait pas une résolution pour qu'on puisse avancer. Je ne sais pas si c'est nécessaire, là, je le laisse à vous, mais c'est juste pour être sûr que ce qui a été présenté, c'est le minimum, qu'on peut avancer avec l'embauche. Puis, je veux dire, je comprends que vous n'avez pas le budget, là. Nous, on ne l'a pas non plus. Alors, je ne peux pas vous présenter l'ensemble, mais au moins commencer avec ça. Oui, à moins qu'il y ait des objections, là, je pense qu'il faut vraiment commencer avec ça. Puis aussitôt qu'on aura la lettre budgétaire, on pourra prendre les décisions qui s'imposent suite à ce qu'on aura reçu. J'ai peut-être une question avant de faire une Vas-y. Vas-y, Stéphane. J'ai peut-être une question avant qu'on en fasse une proposition. Je veux dire, est-ce que dans le temps, tu sais, je veux dire, là, je sais que il y a eu le décès du prince Philippe, puis en tout cas, plein d'autres événements qui ont fait en sorte qu'on n'a pas eu un budget, mais est-ce qu'on est en retard de beaucoup? Puis il y a la COVID aussi, là, qui a le dos large, mais donc, ma question, c'est ça. Est-ce qu'on est beaucoup en retard sur l'horaire normal annuel, là, dans le dépôt du budget, puis aussi, est-ce que ça va compromettre nos chances d'obtenir les bons candidats pour tous les postes, là? Nathalie, François? Bien, ce serait plutôt une question de droit d'abord. Alors, les premières rondes sont à l'interne. Et puis, est-ce qu'on est en retard? Je ne suis pas en mesure de répondre. Fait que là, je vais certainement permettre à Nathalie, si elle est encore là, de le faire pour moi, parce que je n'étais pas là. Comme ça, vous aurez la réponse. Mais honnêtement, je vais être franc avec vous. Ça fait au moins un mois qu'il y a au moins une province à côté qui est dans le processus. Alors, pour moi, est-ce qu'on est en retard? Peut-être pas. Est-ce qu'on n'a pas un bassin énorme? Alors, c'est pas comme si on a besoin de 35, 40, 45 enseignants, mais si on en a besoin de 5 de plus vite qu'on commence, mieux que c'est. Et puis, pour moi, il commence à être un petit peu tard, pour être honnête. Okay.
Moi, je peux dire que comparativement aux autres années, on n'est pas très tard parce que le ministère a toujours été extrêmement en retard comparativement aux autres provinces. L'année passée, c'était catastrophique. Je pense que c'était les élections. Fait que ça aussi, je pense qu'on l'a eu pendant l'été, notre lettre budgétaire. Donc, on a dû avancer sans notre lettre budgétaire en prenant des risques de voir si on était à déficit ou non. Mais généralement, ce qu'on fait, on sait qu'avec l'augmentation naturelle là, du nombre d'inscriptions qu'on a, on se doute généralement que le gouvernement va nous donner 3 ETP. Ça, c'est comme, ça vient naturellement. Là, mon problème cette année, c'est que je ne sais pas si on va avoir beaucoup plus que l'augmentation naturelle parce que vous avez fait des négociations, vous avez discuté, puis il semblerait qu'ils se sont au moins engagés à nous en donner plus dans certains domaines. Donc ça m'occasionne un problème parce que je ne peux pas vraiment partir complètement, disons, la machine. Donc, j'ai ouvert mes postes permanents à l'interne. Présentement, sont ouverts. J'ai remarqué que je prends toujours la même annonce à chaque année que je modifie. Puis, on est une semaine en retard comparativement à l'année passée pour les postes internes. Donc, ce n'est pas dramatique. Ça va. Nous, on est assez rapide parce qu'on est petit, fait qu'on réussit à bouger vite. Mais je sais aussi que des personnes qui m'ont écrit, qui sont d'ailleurs, m'ont dit qu'il y avait des entrevues avec la Public School Branch la semaine prochaine pour des postes en français, pour enseigner en français. Donc, ça m'inquiète toujours parce que déjà qu'on est en retard avec les autres provinces, si en plus on est en retard avec la Public School Branch parce qu'eux ont une facilité, s'ils disent qu'il y a 50 personnes qui prennent leur retraite, c'est facile de dire, c'est sûr que j'ai 50 postes. Donc, je peux commencer tout de suite, même si je n'ai pas ma lettre budgétaire. Moi, j'ai une personne qui a pris sa retraite, elle l'a pris dans le milieu de l'année passée. Donc, il n'y a rien qui va changer pour l'année prochaine si je tenais compte seulement des retraites pour ajuster mon budget sur mes ETP, là, sur les ressources que je vais devoir mettre dans les écoles. Mais quand même, on continue à avancer. On sait déjà que la base qu'on a déjà ne devrait pas être plus bas que ce qu'on a déjà. C'est assez évident. Fait que j'essaie de quand même planifier avec le strict minimum en souhaitant qu'on ait plus. Mais plus on va l'avoir tard, plus ça va être difficile pour moi de trouver des bons enseignants qui vont être encore libres. Mais on a des gens quand même, on est chanceux, on a des gens qui veulent vraiment travailler pour nous, qui ne veulent pas aller travailler en immersion. Donc, ça nous aide. Mais j'espère que ça ne tardera pas trop. Parfait. Est-ce que, François, vous avez besoin d'une proposition pour aller de l'avant avec la planification que Nathalie nous a présentée? Il n'y a pas de risque financier parce que c'est basé sur les nombres qu'on a déjà. Stéphane? Ben, dans le fond, je voulais juste faire la proposition. Je propose qu'on utilise le tableau ETP des écoles 11 mai 2021 afin d'entamer les démarches nécessaires pour l'embauche de ce minimum de ressources supplémentaires. C'est 4 postes. Parfait. J'ai besoin d'un appuyeur. Appuyé de Tammy. Question sur la proposition. Tous ceux en faveur, vous levez la main droite. Question. Oui, excuse. Vas-y, Émile. Ouais, moi, je vais voter contre parce que je n'accepte pas que c'est le minimum qu'on a besoin. Quand j'ai un poste de francisation à François Buot, pour moi, ça ne répond pas aux besoins. Et donc, je vais voter contre la proposition. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur la proposition? Stéphane? Peux-tu répéter
la proposition encore. Oui. Oui, ben, je propose qu'on utilise le tableau qui nous a été présenté, ETP des écoles 11 mai 2021, afin d'entamer les démarches nécessaires pour l'embauche de ce minimum de ressources supplémentaires. OK. Oui. D'autres questions sur la proposition? Êtes-vous prêt pour le vote? Est-ce que je peux répondre à Émile ou aux commentaires d'Émile avant de voter? Oui, puis ça ferme les discussions. On passe au vote après. Vas-y. Je veux juste dire que je comprends son point, mais c'est que là, au moins, ça donnerait les ressources à la commission scolaire pour entamer ça va juste nous mettre des bâtons dans les roues si on ne l'adopte pas, à mon sens. C'est que là, on se donne un minimum. Je suis d'accord avec toi que c'est peut-être plus que ça le minimum, mais sauf que on ne s'aide pas, là, on va se donner des bâtons dans les roues. On n'a jamais voté sur ces affaires-là dans le passé. Okay. Les employés allaient en avant puis ils embauchaient. Donc là, il y a une proposition sur la table. Elle a été proposée, appuyée. Ça va donner le mandat aux personnes responsables. Donc, on est prêt pour le vote. Tous ceux en faveur, vous levez la main droite. Ceux contre, vous levez la main droite. Tu as le compte, Mme Rachel? C'est adopté. 7.3, mise à jour, programme d'études, compte rendu de la rencontre du 20 avril 2021, M. François. Oui. Alors, contexte, juste expliquer que premièrement, c'était une préoccupation qui a été partagée par des directions qu'on offrait certains des cours sans avoir nécessairement un programme d'études en main. Et puis, parallèlement, il y avait eu des commentaires aussi sur le fait que les directions trouvaient toutes sortes de cours qu'ils voulaient offrir. Puis il ne semble pas y avoir un régime pédagogique contraignant donc, tout d'un coup, on voulait ajouter des cours, puis on offrait un cours sans programme d'études. Pour moi, c'est un petit peu une drôle d'approche. Alors, j'ai convenu avec René et Patrick de les rencontrer pour ensemble en discuter puis essayer de voir comment on pourrait essayer d'amener un certain correctif, puis un genre pas un plan d'action, mais au moins une vision dans 2-3 ans d'ici pour arriver à une solution, parce que moi, je suis un enseignant, et puis pour moi, comme enseignant, mon travail, c'est d'enseigner un élève, mais à partir d'un programme d'études, c'est mon plan. Ce n'est pas à moi de développer le plan, c'est à moi de livrer. Et puis je trouve que de demander ça à nos enseignants, des fois, ça peut être très contraignant, puis d'autres fois, ça ne nous permet pas d'avoir aussi le contrôle jusqu'à un certain point. Je pense que la province devrait vouloir avoir un certain contrôle sur ce qui est enseigné. Ça, c'est l'autre chose, parce qu'on pourrait se retrouver avec toutes sortes de choses qu'on ne voudrait pas que nos jeunes soient enseignés. Alors, on a eu une rencontre. René et Patrick étaient tout à fait au courant que j'allais présenter ce que je vous présente aujourd'hui. Le compte-rendu, bien que c'est moi qui l'ai écrit en grande partie, les deux ont eu la chance d'y contribuer, amener des petites variantes, des correctifs pour que ça représente bien nos discussions à toutes les trois. Alors, c'est ça un peu, sans tout le lire, là, parce que la soirée avance, puis il commence à être tard, puis il y en a qui ont des enfants à aller coucher. Fait que, ben, quand même, juste en grande ligne, là, disons qu'il est divisé en parties. Alors, il y a une petite mise en contexte, là. Il y a des résultats transdisciplinaires. Ça, c'est sur lequel, normalement, on développe des compétences auprès des jeunes. Dans l'Ouest canadien, juste parenthèse, les programmes sont développés autour des compétences. Alors, c'est maintenant ça l'approche. Et puis, dans les provinces de l'Atlantique aussi, on est en train de changer. On appelle ça l'approche par enquête. Même chose ici à Lille. Mais essentiellement, c'est de commencer à arrêter de développer en petits détails. Tu as atteint tel résultat, mais plutôt tu as développé telle compétence qui va te servir dans la vie. Mais à l'intérieur de ça, tu as des résultats plus spécifiques. En tout cas, ça, c'est l'introduction. Comme j'ai dit, on a discuté de sections. Alors, la première section, on a discuté de la première à la 6e année.
la première à la sixième année, il semble dans l'ensemble que ça, on a déjà des programmes d'études, ils ont été développés, les compétences ont été, les unités transdisciplinaires ont été développées pour les premières, troisième années, puis pilotées. Donc, les programmes sont prêts, ils sont dans les mains des enseignants. Fait que ça va. Mais en 4-6, on n'a pas encore eu la chance, avec la COVID l'année passée, de compléter l'exercice, mais on a pris du retard. Alors, ce que René dit, à partir de son équipe, on va pouvoir avancer avec, à compléter ces unités transdisciplinaires-là. Puis on doit aussi revoir d'ici 2 ans les programmes de 3, 4, 5, 6 en français. Alors, parce qu'il y a français ou littératie, après il y a numératie, puis après il y a les unités transdisciplinaires. Alors, c'est ça au primaire, de la maternelle à la sixième année, c'est comme ça que les programmes sont conçus. Ou de la première à la sixième année, excusez. C'est comme ça qu'ils sont conçus. Alors, français, il y aura un rattrapage d'ici 2 ans, mais on devrait être prêt même à commencer la mise en œuvre pour la sixième année. Alors, il y a déjà des choses qui ont été faites, mais juste vous mettre au courant qu'il y a un nettoyage là, qui est en train de se faire au niveau des programmes au primaire. Là, après, on parle un peu du processus. Je vais aller plus rapidement. Je vais sauter plusieurs points parce que je vais vous laisser vous poser des questions si vous avez des questions plus précises. Mais essentiellement, pour plus précisément, la mise à l'essai pour les programmes de 3, 4 et 5, 6 pourrait se faire l'année prochaine. Et puis en 22, 23, là, tous les enseignants auront les programmes pour la mise en œuvre. C'est ça que ça veut dire, la mise en œuvre. Alors, tout le monde a les programmes faits, complétés, dans leurs mains, prêts à enseigner. La mise à l'essai, c'est des enseignants qui sont sur un comité, qui se mettent ensemble, puis eux autres, ils vont l'essayer, ils en parlent avec leurs collègues, ils font des petits changements, ils reviennent en comité, ils travaillent dessus. Puis, c'est ça pour la première à sixième année. C'est pas encore là, c'est dans l'ordre des choses. Je pense qu'il y a toujours un roulement, c'est normal. C'est que ça va. La maternelle, il y avait eu un travail de fait, mais on n'avait pas réussi à compléter sur le plan de la formation des enseignants. On n'avait pas réussi à faire la formation. Et puis, alors ça, la formation va devenir prioritaire. S'il y avait moyen, on espérait peut-être même d'ici la fin de l'année, mais de faire quelque chose au niveau de la formation. Mais être conscient que les enseignants ont les outils en main. Là, il y a des programmes. Mais dans la pratique, on se rend compte qu'il y a eu un roulement de personnel, puis il y a peut-être besoin d'un peu plus de formation. Alors, on veut y remédier, puis certainement l'année prochaine aussi, ça fera partie des priorités, avoir de la formation pour les enseignants de la maternelle. Mais en même temps, on se rend compte aussi que ces programmes-là ont été développés en 2016 en maternelle, puis tout va très vite. Alors, il y aura peut-être besoin de revoir surtout la partie socio-émotionnelle. On parle de santé mentale, là. On parle de comment les enfants apprennent à se sentir bien dans leur peau. Alors, puis on voit que peut-être là, il y aurait certainement des choses à intégrer à l'intérieur de ces programmes-là de la maternelle. Puis ça va être la priorité l'année prochaine. Alors, quand on va faire la formation, on va aussi en profiter peut-être pour faire un genre de revision du programme. Et puis là, on a peut-être le personnel, puis on avait déjà eu une enseignante à la retraite, je crois, Imelda Arsenault, que vous connaissez sûrement, qui a travaillé sur ça et puis qui serait, on va rapprocher, puis qui serait peut-être disponible pour aider Nathalie, qui est aussi l'autre enseignante qui travaille au ministère pour les programmes de maternelle, puis qui vont revoir cette partie-là. Maintenant, la 9e année, ben là, comme vous savez, c'est comme un peu, on arrête, puis on regarde la situation. Alors, on attend le rapport avec les recommandations du secondaire renouvelé. Et puis, ces recommandations-là, pour les mettre en œuvre, ça prend absolument un employé à la CSLF. On se croise les doigts. Je reste optimiste sur cela, qu'on aura un employé qui va travailler avec le ministère pour préparer le terrain. Parce que pour amener ces changements-là, il faut vraiment faire un travail sur le cadre des programmes d'études, donc sur le régime pédagogique. Parce que si on décide de dire que le secondaire, c'est plus de 10 à 12 pour les cours crédités, mais c'est de 9 à 12. Ben là, déjà, le nombre de crédits obligatoires, il faut les revoir, il faut changer. C'est le cadre qu'on doit changer. Alors, la première tâche qu'on aura à faire,
de septembre de septembre à décembre, c'est de regarder à ces recommandations les plus importantes là, puis préparer un plan d'action pour amener un changement de cadre. Puis pour changer le cadre, on ne va pas tout le changer tout d'un coup. Et il faut commencer avec les élèves de 9e année puis dire, OK, ben eux autres, quand ils vont être rendus en 2e année, là, le cadre aura fait on aura changé complètement les attentes des cours obligatoires, puis des cours à option, puis ces choses-là. Fait que ça va prendre 4 à 5 ans avant d'amener un plein changement du secondaire au complet. Alors, c'est ça la tâche de cette personne-là, c'est de préparer le plan d'action. Puis ça serait quelque chose qui serait préparé d'ici décembre 2021. Et puis, certainement, à l'époque, dans ce temps-là, ce sera certainement le DG pourra peut-être travailler avec le ministère puis avoir une présentation au commissaire pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui est proposé comme changement du cadre. Bien sûr, vous allez avoir le rapport et les recommandations là, au mois de juin, mais pour le cadre lui-même, ce sera peut-être en janvier 2022. Là, on aura un nouveau plan d'action pour ça. Et puis, à l'intérieur de ça, bien, il y a aussi des enjeux au niveau de cours, donc qui sont offerts sans programme d'études. Et puis, on va certainement regarder avec les directions d'école, voir s'il y a des cours vraiment qu'on n'offre pas, pourquoi on va développer des programmes d'études qu'on ne les offre pas. Il y a d'autres cours qu'on aimerait offrir. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'aller emprunter des programmes d'études? Puis où est-ce qu'on peut traduire certains des programmes d'études, au moins à court terme, pour les cours où on n'aurait pas nécessairement de programme d'études. Il y aurait les programmes de français dans son ensemble au secondaire qui certainement auront besoin d'être revisés. Bien, du même coup, c'est le temps pendant qu'on revoit le cadre. On s'inquiète aussi du nombre de cours de français. Ce n'est pas que le français n'est pas important, croyez-moi, c'est très important, mais il peut prendre une place plus importante dans tous les cours. Ce n'est pas nécessairement en faisant plus la même chose qu'on va être meilleur. Hein? Ce n'est pas plus meilleur de faire plus la même chose. C'est une règle. Ce n'est pas parce que tu fais plus de maths que tu es bon en maths. C'est comment tu fais les maths qui va t'aider. Puis, des fois, il y a une question d'habileté, puis il y a d'autres facteurs qui comptent, mais essentiellement, les programmes de français seraient la priorité pour 21-22. Et puis, il y a aussi un peu de travail dans les sciences humaines qui aura besoin d'être fait aussi, mais avec les ressources que le ministère a, il faudra aussi prioriser là-dedans. Comme j'ai dit, tout ça va être discuté encore demain avec les directions, lors de la réunion des directions. Et puis, pour les 7-8, j'ai gardé pour la fin parce que là, vraiment, il y avait, disons, pas nécessairement eu un grand changement. Du côté anglophone, on a adopté une structure, puis c'est dans le document que je vous ai partagé, je ne vais pas la relire, mais qui détermine un pourcentage de temps pour chacun des cours. On était plutôt d'accord, moi et Patrick, d'aller dans une direction similaire, pas identique, mais similaire, dans le sens que la proportion du nombre de cours et le pourcentage de temps pour chacun des cours nous apparaissait acceptable. Et pour être honnête avec vous, c'est très similaire aussi à ce qui a été fait en Nouvelle-Écosse. Et puis, de là, on a dit, ben, il est peut-être temps d'emprunter le modèle plutôt que de réinventer tout ce qui existe déjà en 7-8. Puis au niveau des cours, s'il faut travailler sur les programmes d'études, il va manquer de personnel et de temps parce qu'il y a tellement de besoins et puis pas nécessairement beaucoup de personnel. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités de traduire ou d'emprunter certains cours pour les prochaines années pour donner le temps au ministère de mettre son énergie dans les autres domaines que je viens de mentionner. Et puis, il y a déjà des bons cours qui ont été développés ailleurs, alors pourquoi pas aller emprunter ça pour tout de suite. Mais à la base, le message que moi j'ai donné à René, que demain on va répéter avec les directions, puis René va être invité. Puis René, on travaille en toute transparence avec lui aussi là-dessus. Là, c'est pas, on a travaillé ensemble sur ça, mais on ne peut pas demander à un enseignant d'offrir un cours sans programme. Comme moi, je ne suis pas confortable avec ça. Je ne serais pas honnête avec nos employés de laisser une situation pareille continuer. Alors, c'est ça. Puis il y a toute la question de la numératie. On a un petit paragraphe à la fin là, sur la numératie parce que nos directions nous disent qu'on parle beaucoup de la littératie, bien sûr. C'est vraiment important, bien sûr. Mais la numératie, c'est aussi
essentiel pour nos jeunes dans une société comme aussi technologique que la nôtre. Fait que, alors, c'est ça, c'est l'essentiel de ce rapport-là. Question? Oui. Merci, François. Est-ce qu'il y a des questions pour François? Moi, je ne vais pas exprimer mes sentiments, mais si j'ai un message, François, à donner à l'équipe que tu vas rencontrer, c'est qu'on a besoin d'une planification, à savoir c'est quand qu'on aura des programmes d'études, parce que ce n'est pas acceptable qu'on enseigne des matières sans un programme d'études. Puis s'il faut l'emprunter à l'extérieur de l'île du Prince-Édouard, puis le modifier pour l'adapter à nos besoins, il faut le faire. Mais je pense qu'une planification, c'est essentiel. Sinon, on sera ici dans 5, 10 ans, puis on n'aura pas avancé. 7.4. Incitatif pour le recrutement d'un psychologue scolaire pour la CSLF. Oui. Alors, puis tantôt, Lisa était avec nous, puis je la vois qui est encore là. Alors, c'est commencer en soulignant que c'est pas parce qu'on n'a pas essayé toutes sortes de choses, on a vraiment tenté une tonne de différentes choses pour aller recruter un psychologue, mais il faut l'admettre, toujours pas de psychologue à la CSLF. Et puis, on a épuisé un peu les ressources qu'on avait. Fait que le contexte, je vais vous l'épargner, il est écrit, puis je l'ai déjà mentionné un peu dans mon rapport, puis dans les autres rapports les mois passés. Mais essentiellement, ce qu'on propose, c'est une couple de mesures supplémentaires pour vraiment inciter. Je veux dire, on paye l'éducation des infirmières pour qu'ils viennent travailler à Lille. Pourquoi on ne paierait pas l'éducation de nos psychologues s'ils voulaient venir travailler à Lille? Je pense que ce n'est pas déraisonnable pour la CSLF d'aller de l'avant avec une approche comme ça. Puis c'est ce qu'on propose. C'est rien de trop compliqué. C'est essentiellement de dire, regarde, si tu vas faire ta maîtrise puis tu as 2 années d'éducation, bien, on va te payer 10 000 $ par année, ça fait 20 000 $. Puis quand tu vas venir travailler pour nous, tu vas travailler 4 ans. 4 ans obligatoires, sans quoi il faut que tu rembourses ce qu'on t'a payé. Ça serait écrit dans un contrat, bien sûr. C'est quelque chose qui serait structuré, mais ça serait une obligation de leur part. Si tu fais un doctorat et tu as fait 3 ans, ça fera 6 ans. Fait que tu viens travailler 6 ans pour nous. Et puis souvent, puis d'expérience, je peux vous le dire, on le fait pour d'autres professions en Nouvelle-Écosse, orthophonistes entre autres. On a eu des personnes pour plus qu'une 10-12 d'années. Ils sont encore là, puis ils travaillent pour nous encore. Alors, je pense que c'est assez raisonnable. L'autre chose avec le 10 000 $, c'est les frais d'enregistrement professionnel. Puis j'étais surpris, puis je pense qu'il faudrait se poser la question pour d'autres professionnels. Là. Je vais même avancer un petit peu. C'est ceux-là les plus chers, c'est ceux-là des psychologues en passant. Fait que ce que vous voyez là, c'est les autres professions, c'est pas aussi cher que ça. Mais ça serait de couvrir leurs frais. Ça pourrait aller jusqu'à un maximum de 2 400 $ par année pour une psychologue ou un psychologue. Alors, je pense que c'est raisonnable. Puis l'autre chose, comme la même chose pour d'autres professions aussi, c'est de dire, regarde, si les gens veulent venir travailler pour nous, pourquoi pas aussi leur offrir de payer, leur rembourser leurs frais de déménagement, jusqu'à concurrence, bien sûr, de 5 000 $. Mais pour moi aussi, ça m'apparaît comme étant raisonnable. Alors, puis la dernière chose, c'est, et puis on le met en deux. Alors, je vais être clair, on le met en deux, c'est sûr qu'un facteur important, puis ça fait partie de nos priorités pour le plan de rattrapage financier en ressources humaines, c'est d'avoir une deuxième psychologue. Ça serait le souhait. Alors c'est pour ça qu'on l'a mis en deux, parce que je comprends qu'on attend notre financement, puis je comprends qu'on dépend aussi du financement qu'on reçoit, mais puis je ne voulais pas manquer la chance de, au moins, au minimum, accepter l'option ou la proposition 1, c'est-à-dire celle-là d'essayer d'attirer au moins un premier psychologue et puis de couvrir les frais que je viens juste de mentionner là. Alors, c'est pour ça qu'il y a proposition 1, proposition 2. Okay. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires pour François sur ce sujet-là? Émile? Je vois comme 75 000 $ pour un psychologue,
ça semble bas pour moi. En tout cas, je me demande combien de psychologues allaient venir à Lille pour 75 000 $ par an, parce qu'on a des profs qui font plus que 75 000 $ par an, qui ont fait 5 ans d'études, 6 ans d'études, pendant un psychologue a été étudié pendant 10 ans et ils sont, je veux dire, je me demande juste, c'est tout ça qui est le taux qu'on paye à Lille pour les psychologues? Fait que quand quelqu'un commence, c'est à peu près ça. C'est quelqu'un qui est au début de sa carrière. Maintenant, quelqu'un qui est là, qui est à la fin de sa carrière avec l'expérience, c'est une autre histoire, mais c'est peut-être une des raisons pourquoi on ne peut pas trouver de psychologue, Émile. C'est qu'on ne peut pas y payer. Mais en effet, ouais, c'est pas tellement élevé. Je suis d'accord avec toi. D'autres questions? Stéphane? En tout cas, à première vue, ben, j'aime ça de voir ça, là, de penser un peu à l'extérieur de la boîte, mais je pense même juste sur un point de vue financier. Comme là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas de psychologue, mais je veux dire, il me semble, à un moment donné, c'est sûr, si on a sauvé 200 000, 150 000 là, en début de carrière, d'aller offrir 10 000 pour essayer d'en trouver un dans 2 ans, ça ne me semble pas si exagéré que ça. Là. Pour les autres, c'est pas mal ça, hein, que le coût de la proposition, le coût de la partie 1, là, à 17 400, là, ça serait en supposant une autre attente de 2 ans, dans le fond, ou peut-être un peu plus. Oui, exact. C'est quelqu'un, mais des fois, il y a des gens qui sont déjà à l'université puis qu'on pourrait rembourser immédiatement s'ils s'intéressaient. Alors, ça peut être un attrait pour les attirer. En passant, fait que l'argent qu'on a, c'est un domaine où on s'entend bien avec Chris de Roche pour les finances. Il nous permet de différer l'argent. Alors, on a eu la permission de repousser, surtout cette année où on n'envoie même pas personne à une clinique. Puis le budget, le salaire de la psychologue, on est permis de l'utiliser pour payer ces contractuels-là. Alors, on le dépense peut-être pas tout quand même à la fin, mais des fois, on essaie quand même d'offrir tous les services qu'on peut offrir. Puis quand le pont était ouvert, on pouvait au moins avec une clinique, puis ils sont assez dispendieux. Maintenant, ce n'est pas la même chose que d'avoir son propre psychologue. Là, je vais défendre celui-là je vais mettre toute ma vie parce qu'un psychologue qui travaille pour nous, c'est celui-là qui va aller aider les enseignants à mettre les recommandations en place. C'est celui-là qui va aider ici à la maison à mettre des recommandations en place. Et puis, ils ne vont pas juste des évaluations psychoéducationnelles, ils pourraient aller faire des observations pour faire une analyse fonctionnelle du comportement, puis aider les gens à mieux comprendre quel genre de mesures mettre en place. Alors, ce n'est pas la même chose du tout, mais on ne gaspille pas l'argent qu'on a. Là. On sert déjà de l'argent. Mais oui, ce n'est pas beaucoup d'argent pour aller recruter quelqu'un, puis à long terme, si quelqu'un aime l'île puis décide de rester, ça vaut vraiment tous les petits sous qu'on a dépensés là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires pour François? Sinon, François, tu aurais besoin d'une proposition parce que tu dois dépenser de l'argent. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on serait prêt, si on est d'accord, à faire une proposition. Émile propose. Excuse-moi, tu avais deux options, François? C'est ça? Oui, Monsieur le Président, je n'osais pas le dire quand même, juste voir. Mais il y a la proposition 1 qui est celle-là de finalement aller chercher une personne. La proposition 2 implique d'aller trouver l'argent pour payer un deuxième salaire. Fait que c'est beaucoup plus. C'est celle-là qui nécessite plus de ressources. Là. OK. Donc, Émile, toi, c'était la première proposition? Ben, je pensais que le document qu'il nous a présenté, où ce que c'est qu'il y a vraiment rien que des salaires pour un poste, tout ce que j'ai pu voir, mais on va dépenser des argents, peut-être payer des études à 2 personnes, c'est ça? Moi, j'aime mieux celle-là. Parce que. Oui. Excuse, Émile, il y a un délai, là, excuse. Oui, vas-y. Non, mais tu as raison. C'est que le salaire est payé par la formule de financement de la province pour le premier, parce qu'on a un psychologue que la province paye. C'est la colonne 1. La colonne 2, c'est qu'on n'a pas, on dit on prendra de l'argent, nous autres, en plus pour payer un deuxième psychologue ou on attend l'exercice de rattrapage financier en ressources humaines, puis on espère qu'on aura un deuxième dans l'exercice éventuellement. OK. Donc, juste pour préciser la proposition d'Émile, Émile?
Moi, je propose l'option 2. OK. Est-ce que tout le monde, est-ce que quelqu'un peut appuyer la proposition d'Émile? Voulez-vous qu'on la précise de nouveau avant de l'appuyer? Oui, OK. François, veux-tu préciser de nouveau, excuse-moi, la proposition 2 pour être sûr que quand on va voter, ça va être clair sur quoi on va voter. Vas-y. Ouais. Alors, la proposition 2, c'est en plus d'offrir les avantages, donc la formation, la couverture pour la bourse d'études, puis c'est le déménagement et autres, ça serait aussi d'ajouter le salaire pour un deuxième psychologue qui n'est pas nécessairement financé par la province pour le moment. OK. Est-ce qu'il y a un appuyeur? L'appui. Avez-vous des questions sur la proposition? Stéphane? T'es sur mute. Bon, je vais essayer de répéter. Je disais juste que je préfère la proposition 1 parce que c'est beaucoup moins cher puis ça assure quand même. Là, c'est que ce deuxième poste-là, ça se peut, si on peut en trouver un d'ici le temps que ça va être fini. Je ne suis pas sûr qu'à ce point-ci, ça vaut vraiment la peine d'aller de voter de quoi sur 110 000 $ versus 17 000 $, c'est 10 fois plus. Ben, pas 10 fois plus, mais 8 fois plus. Puis, en tout cas, je trouve que l'idée est bonne, c'est penser en dehors de la boîte, offrir quelque chose à quelqu'un pour le faire venir ici, le foot in the door process ou whatever. J'aime l'idée, mais je trouve juste que la 1 vaut mieux que la 2. Fait que la 2 est claire, c'est qu'on embaucherait un deuxième psychologue. Là. Ouais. Au lieu d'embaucher un, on embauche 2. C'est ça qui est la 2. Juste être 100%, juste pour ne pas mettre personne là, être très, très clair. La 1, c'est juste, on embauche un à partir de la formule qu'on a déjà, mais on ajoute des incitatifs pour le faire venir. OK. D'autres commentaires ou questions sur la proposition? Oui, Diane? On a-tu le besoin d'en avoir 2 dans notre système? Est-ce que c'est ça qu'on a besoin? C'est 2 psychologues? François? Ben, fait que la réponse est toujours oui. En service aux élèves, on a toujours besoin de plus. Fait que ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième, c'est l'avantage, c'est que oui, on peut certainement utiliser le service d'une deuxième psychologue parce que ce n'est pas juste l'évaluation académique, c'est aussi comportementale et autres. Mais l'avantage d'avoir une deuxième personne, c'est aussi parce qu'il pourrait travailler en équipe et forger des liens, des relations entre équipes. Le ratio quand même de psychologue-client, si je veux le élève, dans tous les systèmes, est beaucoup moins élevé que le ratio, c'est-à-dire qu'il voit beaucoup plus de clients, là, où la proportion d'élèves est plus grande avec le psychologue qu'avec l'orthophoniste, par exemple. Fait que les orthophonistes, comme vous savez, on a 2 personnes, et puis ça, c'est normal. L'orthophoniste, le ratio est 1 sur 500 ou quelque chose comme ça, tandis que le psychologue il est plus élevé. Mais dans ce cas-là, c'est surtout parce qu'on veut créer un esprit où ils peuvent travailler ensemble, et puis c'est pour ça qu'on prendrait, s'il y avait l'argent, ça serait bien d'avoir une deuxième personne pour qu'ils puissent travailler ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions sur la proposition? Est-ce que je peux ajouter, Gilles? OK, on va te considérer personne ressource. Vas-y. OK, alors il y a deux choses. Alors, la formule pour le psychologue est de 1 par 800 élèves. Alors, on est plus que 800 élèves. L'autre chose, c'est qu'il y a quand même un délai de plusieurs dossiers à faire évaluer.
Alors, tout de suite, on pensait pouvoir en passer quelques-uns avec les psychologues en privé. Mais le COVID a quand même arrêté tout ça. Puis, on a les dossiers qui sont rentrés cette année et les dossiers qui restaient de l'année passée. Merci, Lisa. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires avant qu'on appelle le vote? Oui, Émile? Moi, c'est juste pour être capable de ça fait quoi, presque 2 ans qu'on essaie d'en embaucher un à ce moment-ci. C'est pas ça que depuis qu'on sait que docteur, j'oublie son nom, lui, qui était avec nous autres avant, qui est parti. Donc, ça se trouve pas sur le bord du chemin des psychologues ces jours-ci. Donc, pour moi, être capable d'aller en recruter 2, peut-être qu'on peut trouver un couple qui est marié, ça existe des fois 2 psychologues qui feraient déménager à Lille, mais l'autre chose, peut-être, quand tu dis, Lisa, que c'est 1 à 8, 1 à 800, il y a peut-être possibilité aussi de faire des travaux avec nos centres de petite enfance, parce que c'est nos enfants qui s'en viennent, qu'on peut faire du travail bien plus vite, qu'on peut régler des problèmes qui arriveraient à nos écoles. Donc, pour moi, c'est pour ça, vous m'avez attendu toute la soirée. L'argent, moi, ça ne m'épeur pas, puis je n'ai pas peur de faire de déficit si on a besoin des ressources. Est-ce que vous êtes prêts pour le vote sur la proposition ou vous voulez apporter d'autres arguments ou commentaires? OK. Êtes-vous prêts pour le vote? Tous ceux en faveur de la proposition, vous levez la main droite. Tous ceux contre, vous levez la main droite. Abstention? Adopté. Parfait. Merci François. Point 8. 8.1 correspondance. Vous avez pu lire la lettre. Elle est venue à mon nom, mais elle s'adressait à Mme Anne. Ensuite, au point 9, agenda automatique. Donc, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Émile, est-ce qu'il y a quelque chose à nous partager? La décision va être prise au mois de juin, à savoir si le colloque annuel va avoir lieu face à face ici à l'île du Prince-Édouard, qui est cédulé pour, je pense, c'est la fête semaine avant ou juste autour de Halloween. Au moins qu'il y a des miracles qui se passent avec COVID, ça ne garde pas bien. En tout cas, parce qu'il ne faut pas penser que ce n'est pas juste nous autres, mais il y a tous les gens qui doivent venir des autres provinces. Donc, ça se peut que ça va être par virtuel que ça se passerait, mais la décision va être faite probablement au milieu juin. Parfait. Question pour Émile? Non? 9.2 PISTA, juste un court rapport de nos finances. Donc, au dernier rapport financier, on avait 9 146,71 $. On a présentement 2 chèques en circulation pour un montant de 1 278 pour deux formations, ce qui va nous laisser dans notre compte 7 868,71 $. Donc, on a encore un montant d'argent pour du perfectionnement futur. Donc, date et lieu de la prochaine réunion. On va souhaiter qu'au 8 de juin, tout sera ouvert et nous pourrons nous rencontrer tout le monde autour de la même table. Mais sinon, on prendra les moyens qu'il faut. Donc, c'est prévu pour le 8 juin 2021. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, on va procéder à la levée de la réunion. Je remercie tous les gens qui vont nous écouter en différé et je vous remercie les commissaires puis les employés qui se sont joints à nous. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Au revoir.